Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Jujutsu Kaisen. Tiens, ça fait un vrai bail qu'on n'a pas fait de vidéo de Jujutsu Kaisen sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour déterminer qui est le réel et véritable top 3 de l'œuvre. Bien évidemment, ici on ne parlera que de Jujutsu Kaisen. On ne touchera donc pas à Modulo vu que je n'ai pas lu l'œuvre et donc je ne m'y connais pas assez. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour déterminer qui est le véritable top 3 de l'œuvre après Gojo et Sukuna, étant donné que c'est bien évidemment ces deux personnages les plus puissants du verse sans aucun débat possible. Après, qui est le plus puissant des deux? Ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, j'en avais déjà fait une vidéo sur la chaîne. Vous n'avez qu'à aller la checker. Je crois qu'elle sera en description ou peut-être elle s'affichera en haut là dans la vidéo. Bref, on en profitera pour faire le classement du top 5 des personnages les plus puissants de l'œuvre. Les amis, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. Alors, qui sont les prétendants à cette troisième position en termes de puissance dans l'univers de Jujutsu Kaisen? Ils sont au nombre de 3. Mais avant de les citer, j'aimerais d'abord donner quelques mentions honorables. On peut citer entre autres Hiromi Iguruma. Le mec, ça ne fait que 2 mois qu'il s'est éveillé à l'exorcisme, mais malgré tout, Sukuna l'a déjà traité de génie et a un potentiel pouvant égaler celui de Satoru Gojo. Venant de Sukuna, ça c'est un vrai compliment. Avec son extension de territoire donc qui se nomme la peine capitale, où tout acte de violence est complètement proscrit. Bon, son territoire c'est juste un procès, ni plus ni moins, mais avec des conditions assez particulières, étant donné que si tu es déclaré coupable, tu te vois privé soit de ton sort inné, soit de ton objet maudit si tu en possèdes un. Maintenant, si la peine capitale est prononcée, Iguruma se voit octroyer de la lame du bourreau, qui est une épée avec laquelle une simple entaille suffirait à tuer celui sur qui la peine capitale a été prononcée. Et c'est ça qui rend extrêmement dangereux le personnage d'Hiromi Iguruma. Mais c'est aussi ça qui constitue son minime défaut, étant donné que ce n'est que sur celui dont la peine capitale a été prononcée que cette épée du bourreau est efficace. Bon, en même temps, comme je l'ai dit, c'est un défaut vraiment minime. Mais ce qui fait en sorte que le personnage d'Hiromi Iguruma ne peut pas boxer dans la même cour que les 3 personnages qui, pour moi, se battent pour le poste de top 3 du verse dans l'univers de Jujutsu Kaisen en termes de puissance. C'est juste le manque d'expérience du personnage d'Hiromi Iguruma. En effet, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça ne fait que 2 mois que le personnage d'Hiromi Iguruma s'est éveillé à l'exorcisme. Autre mention honorable, Kinji Akari. En effet, le personnage de Kinji Akari constitue le top 3 du monstre trio de Jujutsu Kaisen en termes de puissance aux côtés de Yuta Okkotsu et de Maki Zenin. En effet, la puissance d'Akari repose presque essentiellement sur son extension de territoire qui lui confère une énergie occulte infinie et un sort d'inversion quasi parfait, voire même le meilleur de l'œuvre, étant donné qu'Uraome avait comparé son sort d'inversion à celui de Gojo et Sukuna en disant qu'il est même meilleur que celui de Gojo et Sukuna. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est un vrai compliment, surtout qu'on avait vu le sort d'inversion d'Akari réparer les blessures d'Akari quasi instantanément. Mais le truc, c'est que ces boosts-là ne durent que pendant 4 minutes et 11 secondes. Mais ce qui est vraiment ouf avec le territoire d'Akari, c'est qu'il est capable de spammer son territoire. Donc, ce qui fait que le personnage d'Akari est capable d'être immortel lorsqu'il se bat, étant donné qu'à chaque fois qu'il touche le jackpot, grâce à son territoire, il a encore plus de chances d'étendre son territoire au tour d'après. Bref, son territoire est juste méga complexe, mais c'est un territoire vraiment boosté. Après, on ne sait pas comment son territoire réagirait à une bataille de territoire. C'est vraiment le petit couac avec le territoire d'Akari. Mais sinon, le personnage d'Akari est vraiment incroyablement puissant. Autre mention honorable, on a Hajime Kashimo. C'est un exorciste d'il y a 400 ans. Non, rectificatif. C'est l'exorciste le plus puissant d'il y a 400 ans qui a une puissance qui lui permet de rivaliser avec un exorciste des temps modernes tel que Kinji Akari sous jackpot et ce, sans utiliser son sort inné. C'est vraiment très impressionnant, surtout sa capacité à contrôler et manipuler l'énergie électrique. Et très sincèrement, avec son sort inné, il aurait clairement pu être candidat à ce poste de top 3 en termes de puissance de l'univers de Jujutsu Kaisen si son sort inné n'avait pas des effets kamikaze. En effet, lorsque Kashimo utilise son sort inné, il ne peut l'activer qu'une seule fois et il est sujet à une mort inévitable. Et en plus de ça, Kashimo ne maîtrise pas l'extension de territoire et si je ne me trompe pas, il ne possède pas de sort d'inversion. Autre mention honorable, les 2 Golgoth Zenin que sont Maki et Toji Zenin. N'en déplaise aux fans de Toji Zenin, Toji a exactement le même niveau de puissance que Maki Zenin. C'est clairement dit dans le manga. Toji et Maki Zenin possèdent une force physique surhumaine, une vitesse exceptionnelle et des capacités sensorielles
très développés. En plus de ça, ils ne sont pas sensibles au sort de barrière. Ce qui fait clairement d'une sorte de cheat code, étant donné qu'ils sont capables de sortir d'un territoire dans lequel ils ont été enfermés. Et dites-vous quand même que c'est une dinguerie. Car si Toji et Maki se voient enfermés dans un territoire délimité par une barrière et qu'ils réussissent à en sortir, étant donné qu'on sait que dans l'univers de Jujutsu Kaisen, lorsqu'un exorciste étend son territoire et que ce territoire se voit rompu, l'exorciste en question ne pourra plus étendre son territoire par la suite s'il ne s'appelle pas Sukuna ou Gojo. Et en plus de ça, il se verra privé ou incapable d'utiliser son sort inné pendant un certain temps. Et donc, Maki ou Toji Zenin en ce moment-là auront clairement l'avantage dans ce combat. C'est pourquoi ce sont vraiment des cheat codes par excellence. Et puis grâce à leurs restrictions célestes, ils possèdent une capacité de régénération qui fonctionne à peu près comme un sort d'inversion, même si c'est moins balèze qu'un sort d'inversion. Dernière mention honorable et pas des moindres, qui n'est nul autre que le général céleste que j'ai nommé Makora ou encore Mahoraga. C'est un familier issu de la technique des 10 ombres du clan Zenin, ou plutôt c'est le familier le plus puissant issu de la technique des 10 ombres du clan Zenin, qui pour le vaincre, il faut juste le one-shot parce qu'il s'adapte à tout. Vraiment, le personnage de Makora, c'est vraiment un personnage incroyablement impressionnant. Il faut quand même noter qu'il a rivalisé avec un Sukuna 15 doigts. Bref, je ferai très prochainement une vidéo sur le personnage de Mahoraga. Je ne vous donnerai pas l'intitulé de cette vidéo dans cette vidéo-ci parce que je vais entretenir un peu de mystère. Mais bref, donc les amis, on va directement parler des 3 personnages qui, à mon avis, concourent pour le top 3 en termes de puissance de l'univers de Jujutsu Kaisen. Et je vous le donne en 1000. Les 3 personnages en question sont Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo et Kenjaku. Bon, déjà on va pas faire semblant. On sait que Kenjaku est plus puissant que Yuki Tsukumo. On a vu le combat, on a vu le 2v, on voit même le 3v, étant donné que Tengen a aussi participé au combat. Maintenant la question est, où est-ce que se situe Yuta entre ces deux-là? Bon, avant tout, on va revenir sur le combat qui opposait Kenjaku à Yuki Tsukumo parce que j'ai 2-3 trucs à dire par rapport aux 2 personnages. Alors, ce combat, il était juste grotesque, mais ce combat s'est joué sur un détail vraiment très précis qui a vraiment niqué la performance de Yuki Tsukumo. Il faut se dire la vérité. Eh bien, le détail concerne l'extension des territoires de Yuki qu'on n'a pas vu à cause de Tengen. Souvenez-vous, même Kenjaku a demandé, mais pourquoi est-ce que Yuki n'a pas étendu son territoire? Alors, on est d'accord, hein? Kenjaku, en termes de sort de barrière, il est deuxième dans l'univers de Jujutsu Kaisen, après justement Tengen. Sauf qu'il y a un petit problème. Après que Kenjaku ait étendu son territoire et que ce dernier ait été rompu, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Yuki n'a pas étendu le sien au vu de la position délicate dans laquelle était Kenjaku, car Kenjaku ne pouvait plus réétendre son territoire à la suite? Eh bien, la réponse, elle est relativement simple, étant donné que Yuki était sous adrénaline. Étant donné qu'elle avait l'avantage sur Kenjaku, elle ne s'est pas dit que ça en valait la peine d'étendre son territoire pour vaincre Kenjaku, car elle avait clairement l'avantage aux côtés de Chozo. Maintenant, moi, je me pose une deuxième question. Est-ce que Yuki n'aurait pas pu gagner la bataille de territoire face à Kenjaku? Je sais que ça peut vous paraître bizarre que je pose cette question-là, mais la question, elle se pose clairement. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, on sait que dans l'univers de Jujutsu Kaisen, lorsque 2 exorcistes étendent leur territoire, le territoire qui l'emporte, c'est le territoire le plus élaboré. Étant donné que Kenjaku est un exorciste qui existe depuis 1000 ans, on pourrait se dire que Kenjaku a eu 1000 ans pour peaufiner son territoire. Et c'est donc là où survient l'ambiguïté avec le personnage de Kenjaku, étant donné qu'on sait que déjà le personnage de Kenjaku, son sort inné, c'est de faire déplacer son cerveau d'un corps à l'autre. Or, son extension de territoire, la jonchée de matrice, repose sur le sort inné d'un corps qu'il avait volé, en l'occurrence le corps de la mère de Yuji. Et je pense donc que vous voyez clairement où je vais en venir. Donc, avec son extension de territoire, vu qu'il repose sur le sort inné de la mère de Yuji, son territoire n'a donc pas 1000 ans de peaufinage, mais plutôt à peine une vingtaine d'années. D'où ma question, est-ce que si Yuki avait étendu son territoire et avait fait un clash face à Kenjaku, elle n'aurait pas pu gagner? Et là, la question, elle se pose clairement.
C'est vrai, le territoire de Kenjaku est à barrière ouverte, tandis que celui de Yuki est certainement délimité par une barrière, d'où le détail du peaufinage du territoire. Pourquoi je le dis? Eh bien, lorsqu'on se réfère au territoire de Sukuna, qui est tout comme pour Kenjaku à barrière ouverte, on peut se rendre compte que dans le territoire de Sukuna, l'effet imparable s'applique instantanément, c'est-à-dire toute personne ou objet qui se trouve dans le territoire de Sukuna, qu'il possède ou pas de l'énergie occulte, se fait déchiqueter soit par dissection, soit par lacération, et ce, de façon instantanée. C'est pourquoi Sukuna a gagné la bataille de territoire face à Gojo, parce que l'effet imparable de Sukuna s'applique instantanément. Du coup, lorsque Sukuna et Gojo ont étendu leur territoire, étant donné que celui de Sukuna n'est pas délimité par une barrière, la barrière du territoire de Gojo se faisait attaquer de l'extérieur par l'effet imparable du territoire de Sukuna. C'est un peu comme si tu prenais une boule et que tu la lançais sous la pluie. C'est-à-dire, les gouttes d'eau tombent sur la boule et tout. Vous avez compris la métaphore, la comparaison. Ce qui n'est pas forcément le cas du territoire de Kenjaku, étant donné que l'effet imparable du territoire de Kenjaku ne s'applique pas instantanément, car on l'a vu dans le combat face à Yuki Tsukumo. Pour que l'effet imparable de son territoire s'applique, Kenjaku a dû cibler Yuki Tsukumo avant d'appliquer la gravité sur elle. Donc, pour que l'effet imparable du territoire de Kenjaku s'applique, il faut qu'il cible d'abord sa victime. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, c'est s'il y avait eu clash de territoire entre Yuki et Kenjaku. Si leurs deux territoires s'étaient clashés, vu que celui de Kenjaku ne possède pas de barrière et celui de Yuki, oui, si Kenjaku avait voulu détruire le territoire de Yuki, il aurait dû appliquer l'effet imparable sur la barrière extérieure du territoire de Yuki en ciblant l'extérieur du territoire de Yuki, laissant ainsi une ouverture à Yuki pour pouvoir one-shot Kenjaku. Vous voyez donc que ce n'aurait pas été évident pour Kenjaku de gagner une bataille de territoire face à Yuki, et c'est d'ailleurs pourquoi il a dit ça aurait été marrant si elle avait étendu son territoire au même moment que moi. Il ne le disait clairement pas pour rien. Maintenant, le cas Yuta, il est assez délicat et particulier vu que c'est le chouchou de la communauté. Et il y en a beaucoup dans la communauté qui pensent que le Yuta qui a affronté Suguru Geto est plus puissant que le Yuta actuel, tout simplement parce que celui qui a affronté Suguru Geto n'avait pas de restrictions quant à la présence en combat de Rika à ses côtés. Et d'ailleurs, cette même Rika à l'époque qui lui conférait une énergie occulte presque infinie, contrairement au Yuta actuel qui, lorsqu'il invoque Rika, n'a que droit à 5 minutes à ses côtés. Donc du coup, il y en a donc beaucoup qui pensent que le Yuta actuel est moins puissant que le Yuta qui a affronté Suguru Geto. Du coup, je vais donc vous prouver que c'est faux, tout simplement parce que celui qui a affronté Suguru Geto ne possédait pas d'extension de territoire ni de sort d'inversion. Donc, il était très vulnérable. C'est tout simplement parce que Suguru Geto, lui non plus, ne possédait pas d'extension de territoire, et je pense qu'il ne possédait pas non plus de sort d'inversion. Bon, maintenant, qui est le plus puissant de Kenjaku, Yuta et Yuki Tsukumo? Bon, déjà, on va essayer d'opposer Yuta à Yuki Tsukumo, qui est le plus puissant des deux. À mon avis, Yuki est plus puissante que Yuta. Je sais que là, ça vous fait saigner des oreilles, étant donné que vous aimez énormément Yuta. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, la raison est simple. Lorsque Kenjaku a affronté Yuki Tsukumo, il a invoqué son plus puissant familier devant Yuki. Et ce familier-là, il s'est fait one-shot par Yuki Tsukumo. Je répète, le familier de rang S le plus puissant de Kenjaku s'est fait one-shot par Yuki Tsukumo, là où Kuro Orochi a au moins donné un low diff à Yuta. Autre chose, Yuki connaît parfaitement les aptitudes et les capacités de Yuta, là où Yuta ne sait absolument rien des capacités de Yuki, comme on l'a vu dans le combat face à Kenjaku. Kenjaku nous a clairement fait comprendre qu'il ne savait rien des capacités de Yuki, car ce n'était absolument pas répertorié dans des bouquins, malgré que Yuki était un exorciste de classe S. Et ça, c'est vraiment un détail, mais un détail qui fait clairement toute la différence. Ensuite, on peut parler de l'extension des territoires des deux personnages. S'il y a clash de territoire entre les deux personnages, il est probable que ce soit Yuki qui l'emporte, vu que Yuki a eu au moins 2 décennies pour peaufiner son territoire, là où Yuta n'a eu droit qu'à 2 ans pour peaufiner le sien. Donc, pour moi, ce sont ces détails-là qui vont énormément jouer en la faveur de Yuki. Et enfin, on apprend dans un databook que lorsque Yuki a débarqué dans le lycée de Kyoto, lorsque Gojo et sa team étaient encore tout jeunes,
bah c'était pour chercher un exorciste de son niveau qui n'était nul autre que Satoru Gojo et non Suguru Geto. Là où on avait vu un Suguru Geto faire jeu égal avec Yuta Okotu qui avait Rika manifesté à 100%, et de l'autre côté, on a vu dans le combat qui opposait Yuki à Kenjaku que Kenjaku a très vite compris que uniquement le sort inné de Geto n'aurait absolument pas suffi à vaincre Yuki Tsukumo. En fait, ça n'aurait même pas fait le poids. Du coup, il a utilisé les autres sorts qu'il avait dans sa réserve. Donc, du coup, si je dois les classer, je dirais que le top 3, c'est Kenjaku. Le top 4, c'est Yuki Tsukumo. Et le top 5, c'est Yuta Okotsu. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo qui se trouve à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.